Chacun d'entre vous a son rôle à jouer. Chacun d'entre vous est essentiel. Or did they? Because if you turn on the evening news, America still seems like a pretty scary place. Why are people scared? Nos effectifs. 2 heures du matin, le nord de la capitale s'embrase. Plus la nuit avance, plus les voyous montent en puissance. Weren't we told that our very society was about to collapse because somebody forgot to type in a couple of digits on the computer? There's going to be mass chaos and confusion. Tonight, the countdown begins. Je suis démoralisée, quoi. Je me dis, les gens sont fous, quoi. Il n'a pas annoncé qu'on était en guerre. Nous sommes en guerre. After sending the country into a panic, the clock struck midnight and nothing happened. Or how about those killer bees that were going to attack America? En apparence, il semble inoffensif. Pourtant, ils sont devenus la terreur des habitants. J'ai décidé de renforcer encore les mesures pour réduire nos déplacements et nos contacts au strict nécessaire. Toute infraction à ces règles sera sanctionnée. Ce sens de l'essentiel, je pense que c'est important dans les moments que nous vivons. Ce n'est pas, vous le savez, une décision contre eux. C'est une décision pour la santé des Français. Je vous remercie. Bon, en France, il y a pour l'instant 20 000 morts à peu près du Covid-19. C'est beaucoup trop, c'est évidemment très triste. Mais rappelons quand même qu'il meurt en France 600 000 personnes par an, dont 150 000 meurent de cancer. Alors qu'est-ce qui est le plus grave, le Covid-19 ou le cancer? Socialement, économiquement, bien sûr le Covid, parce que c'est contagieux, c'est une pandémie. Mais individuellement, entre mourir du Covid-19 ou mourir du cancer, je ne fais pas tellement de différence. D'autant que parmi les morts du cancer, il y a des milliers d'enfants, d'adolescents, de jeunes adultes. Il se trouve que le Covid-19, si j'ose dire, a la bonne idée de frapper plutôt les plus vieux. Vous l'avez dit vous-même, le taux de mortalité est près de 10% au-delà de 80 ans, très en dessous de 0,1% pour les enfants. Écoutez, moi je suis père de famille. Je me fais plus de soucis pour mes enfants que pour moi. Et donc, ce qui m'étonne, ce n'est pas du tout le confinement, mais c'est cette espèce d'affolement médiatique où depuis des semaines, on ne nous parle plus que de ça. La France face au coronavirus, 3 patients infectés, hospitalisés du Covid. Lorsque vous toussez, lorsque vous vraiment contraignant pour eux. Plein couvre-feu. C'est un peu aberrant. Et les contrôles ont déjà commencé. 74,9% pour être précis, c'est la part du temps d'antenne que les chaînes info ont consacré au virus et à ses conséquences pendant la première semaine de confinement. 3/4 du temps d'antenne, donc, à parler d'un seul sujet. C'est du jamais vu, dit... C'est absolument considérable. C'est considérable, c'est historique. C'est ce que dit l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel, qui a réalisé l'enquête qui a permis donc d'aboutir à ce chiffre. Et puis, il y a des audiences incroyables. Du jamais vu. À la télé. Les audiences des rendez-vous d'information en particulier, celles des journaux de 20h, de TF1 et de France 2, elles ont progressé de 50% en moyenne. Des chars russes viennent de traverser la frontière. Ils ont pénétré dans le territoire géorgien et ils font en route sur la capitale. Le ton grave et le regard inquiet, le présentateur de ce JT géorgien vient d'annoncer ce que redoutent le plus ses concitoyens, une invasion de leur pays par la Russie. Doublé en géorgien, le président russe Medvedev confirme la mauvaise nouvelle. Nous ne laisserons pas un cadavre politique comme Mikhail Saakashvili détruire une amitié longue d'un siècle. C'est pourquoi nous avons commencé une opération militaire pour libérer la Géorgie de la tyrannie de Saakashvili et établir la paix dans la région. Toutes ces images sont vraies, sauf qu'elles ont été tournées en août 2008 lors de la guerre éclair entre la Géorgie et la Russie. Le canular a tellement bien fonctionné qu'il a provoqué un vent de panique dans la population. Et d'ici quelques mois, c'est au moins 400 000 morts supplémentaires à déplorer. Comment le philosophe que vous êtes prend du recul ou met à distance cette rentrée où l'on entend parler de crise du coronavirus, de rebond de l'épidémie, d'ensauvagement de la société, où l'on revit les pires heures des attentats de janvier 2015 ? Vous avez un truc ? D'abord, en relisant Montaigne. Montaigne, il a connu non pas la Covid-19, il a connu la peste. Taux de létalité du temps de Montaigne proche de 100%.
Au début, j'étais surpris d'avoir si peu peur et d'être entouré de gens effrayés, alors qu'on savait dès le début, grâce aux Chinois, que le taux de mortalité était autour de 1%. Maintenant, on sait qu'il est sensiblement en dessous de 1%. Et puis après, j'ai eu un peu plus peur, parce que je trouvais que notre société était en train d'entrer dans une logique folle, alors que j'ai appelé le panmédicalisme, c'est-à-dire une idéologie qui fait de la santé la valeur suprême, à tort, parce que d'une part, elle n'est pas une valeur du tout, à mon sens, mais un bien, mais en plus, même à la pensée en termes de valeur, elle n'est évidemment pas la valeur suprême. Et là où le piège du panmédicalisme se referme, c'est que si on fait de la santé la valeur suprême, alors la priorité des priorités, ça devient les plus fragiles en termes de santé. C'est-à-dire, en effet, les plus vieux pour la quasi-totalité des pathologies. Et donc, on va sacrifier 2 générations de jeunes, les enfants, les adolescents, les étudiants d'un côté, et puis les jeunes adultes de l'autre, entre 20 et 40 ans, qui cherchent un boulot, etc. On va sacrifier 2 générations de jeunes à la santé de leurs parents ou de leurs grands-parents, ce qui me paraît un contresens, et sur l'existence humaine, et sur la solidarité intergénérationnelle, parce que traditionnellement, les parents se sacrifient pour leurs enfants, évidemment, beaucoup plus que les enfants pour leurs parents. Et c'est normal, et c'est sain, et c'est bien que ça soit comme ça. Rappelons malgré tout que la mort fait partie de la vie et que non seulement le taux de létalité, comme on dit, donc le taux de mortalité pour les gens contaminés, semble être, les chiffres de l'Institut Pasteur, c'est de 0,5%. Ça veut dire que si vous attrapez la Covid-19, vous avez en moyenne 99,5% de chances d'en guérir. Et on ne l'attrapera pas tous. Mais même après 80 ans, l'espérance, la chance de guérison est encore de 9 sur 10. Voyez, et donc arrêtons de faire croire qu'il s'agit d'une espèce d'hécatombe. Ce n'est pas vrai, même parmi les personnes âgées. Alors, rappelons que le taux de mortalité de la Covid-19 est entre 0,3 et 0,5%. Ça n'a rien à voir. Jamais la France n'adoptera cette stratégie. Jamais nous ne laisserons mourir des centaines de milliers de nos concitoyens. Ce ne sont pas nos valeurs. Ça n'est pas non plus notre intérêt. The pharmaceutical companies hiking the prices of drugs. Martin Shkreli is the former CEO of Turing Pharmaceutical, who's responsible for hiking the price of at least one drug by 5,000%. Are you going to change the price? No. Martin Shkreli, c'est un épiphénomène qui illustre la cassure d'un système, une financiarisation totale de l'écosystème du médicament. Plus riche et plus puissante que jamais, forte de ses réseaux d'influence, l'industrie pharmaceutique peut à elle seule décider des politiques de santé des gouvernements. Je mesure l'impact de toutes ces décisions sur vos vies. Devant la presse financière, il vient tenter de défendre l'indéfendable. Merci d'être venu. Merci. À vous. Si vous pouviez remonter le temps de quelques mois, vous feriez les choses différemment? J'aurais probablement augmenté le prix davantage. C'est ce que j'aurais fait. Pourquoi? Dans la santé, l'évolution des prix a peu d'effet sur le niveau de la demande. J'aurais pu augmenter le prix et faire encore plus de profit, ce qui est mon objectif principal. Personne ne veut le dire. Personne n'en est fier. Mais nous vivons dans une société capitaliste avec des règles capitalistes et ce que veulent mes investisseurs, c'est que je fasse un maximum de profit. Pas que je fasse un minimum, ni la moitié, ni 70%. Ils veulent 100% de profit. Pourquoi ce médicament devrait coûter cher? C'est le principe du capitalisme américain. À partir du moment où les patients ne souffrent pas, et on s'en assure, on fait des profits de façon responsable. Nous n'utilisons pas ces profits pour construire une bibliothèque à mon nom. Nous réinjectons les profits dans la recherche. Mais le prix des médicaments est censé être incitatif. Je ne sais pas, c'est un business. Nous devons faire le plus d'argent possible, mec. Le souci principal de l'industrie pharmaceutique est devenu la rentabilité. Leur souci, c'est l'actionnaire et non plus le malade. C'est un modèle économique très cruel. Si vous ne pouvez pas payer, vous n'avez pas de traitement. Et la bataille contre le Covid-19 qui fait rage semble exacerber l'appétit des laboratoires. On peut parler du Pfizer, le scandale du Pfizer. Allez-y. J'ai ici la retranscription, le script d'une discussion entre le PDG de Pfizer, Bourla, et ses investisseurs. C'est la banque UBS, Morgan & Stanley, Goldman Sachs et compagnie. Eh bien, il révèle dans ce document
que le prix du vaccin va continuer d'augmenter et qu'il pourrait aller jusqu'à un prix normal d'un vaccin qui est de $150. Aujourd'hui, la dose aujourd'hui a été vendue en fait à 15 € à l'Union européenne. Ils sont en train de négocier 900 millions de doses supplémentaires qui, elles, seraient achetées à 19 €. Déjà, ça augmente. Pour aller jusqu'à 150 à 75 $ la dose, ils vont se faire des montagnes d'or. Et à mesure que les jours suivront les jours, que les problèmes succéderont aux problèmes, il faudra, en lien avec les éclairages donnés par les scientifiques, les expériences de terrain, il faudra nous adapter. Et si on est isolé, ça photographie aussi un stress, puisqu'on parle d'interaction et en ce moment de distanciation des êtres les uns par rapport aux autres. Et par exemple, les confinements ou les heures auxquelles il faut rentrer chez soi, le couvre-feu, ça isole les êtres. Et bien voilà, exactement. La protection du couvre-feu, c'est une protection physique, c'est une immense agression psychique. Et avant, on disait le cerveau est dans sa boîte crânienne. Et maintenant, on découvre qu'un cerveau seul s'atrophie. Un cerveau a besoin d'être stimulé par un autre cerveau pour se développer. Donc ça fait une condition particulière, c'est que j'ai besoin que vous soyez là pour que je me développe. Cela signifie que les regroupements extérieurs, les réunions familiales ou amicales ne seront plus permises. Se promener, retrouver ses amis dans le parc, dans la rue, ne sera plus possible. Il faut s'entraîner à ne plus raisonner en termes de « une cause provoque un effet ». C'est ce qu'ils appellent la distanciation sociale. Sur la distanciation sociale, la meilleure réponse, c'est la distanciation sociale. Ça, c'est Descartes. Merci Descartes pour la médecine expérimentale, l'analyse, puis ensuite la synthèse. Une cause provoque un effet. Il y a eu plein de prix Nobel grâce à ce mode de raisonnement cartésien. Mais pas merci Descartes pour le psychisme, parce que là, il faut s'entraîner à raisonner en termes d'écosystème. Une convergence de causes peuvent provoquer un effet, l'aggraver ou l'améliorer. D'où le principe de la résilience. Si on peut agir sur le milieu qui agit sur nous. D'où ce que vous avez dit tout à l'heure, l'importance des politiques. Mais alors moi je dis l'importance de tous les fabricants de mots. Les romanciers, les cinéastes, les journalistes, tous ceux qui participent au débat, qui fabriquent des mots, ont un rôle à jouer dans la structure du milieu qui agit sur nous. Les chiens de garde, donc le roman l'essai de Paul Nizan paru en 1932, qui étaient les chiens de garde, c'était les clercs de la pensée bourgeoise de l'époque. Tout simplement, les écrivains, les essayistes, les professeurs d'université qui défendaient l'ordre établi. Et aujourd'hui, les nouveaux chiens de garde, c'est qui ? Les nouveaux chiens de garde, ce sont les journalistes vedettes, les stars de l'animation, les experts de l'expertise, qui sont omniprésents aujourd'hui dans l'espace médiatique et qui formatent le débat public aujourd'hui en France. Le rêve d'Alain Perfit est devenu réalité. Ce spécialiste qu'il décrit, garant de l'objectivité et de la dépolitisation de l'information, est aujourd'hui l'invité permanent des plateaux de télévision, des émissions de radio et des colonnes de journaux. On l'appelle l'expert. Économiste, sociologue, politologue, intellectuel, ces titres universitaires donnent à ses affirmations le brillant de la science. Mais le cénacle des experts est très restreint. Tous médias confondus, ils sont à peine une trentaine. D'une émission à l'autre, ils se croisent, se remplacent, se retrouvent, se succèdent, pour répondre à toutes les questions que les journalistes aimeraient que nous nous posions. Et en restant chez vous, occupez-vous des proches qui sont dans votre appartement, votre maison. Ceux qui ont la malchance d'être confinés seuls se plaignent justement de ne plus voir un visage réel, de ne plus entendre une voix réelle. Il y a quelque chose qui passe par la présence en chair et en os d'une personne qui n'est pas remplacée par le numérique. Et il y a un aspect crucial de ce point de vue-là qui est le toucher, puisqu'on sait que la souffrance liée à la solitude est
très bien compensée par un contact physique. Quelqu'un qui vous serre l'avant-bras, la main, qui passe une main sur votre épaule, qui vous serre dans ses bras. Il y a énormément d'expériences qui ont montré que ça fait reculer le sentiment d'angoisse, et même dans certaines expériences, la douleur physique. Des expériences montrent par exemple que si vous êtes soumis à des électrochocs et que vous avez la possibilité de tenir la main d'une personne qui vous est chère, la perception de la douleur diminue. Avez-vous le sentiment, et je vais parler peut-être des politiques, peut-être d'abord, avez-vous le sentiment qu'ils aient bien reçu ce message ? Jamais la France n'avait dû prendre de telles décisions, évidemment exceptionnelles, évidemment temporaires, en temps de paix. Nous sommes en guerre. Par une partie de la population, très bien. Et une autre partie est très exaspérée par ce genre de raisonnement. J'ai dit exaspéré, je gomme. J'aurais dû dire angoissé. Alors, qui est angoissé ? Quel profil est angoissé par ce type de raisonnement ? Il y a des gens qui ont besoin de certitude. Toujours ces fixistes dont vous parliez tout à l'heure, et il faut remonter quelques siècles. Ils ont besoin de certitude, et ces gens-là, si on leur pose des problèmes, sont angoissés. Alors dites-moi où est la vérité, accordez vos violons. Alors qu'il y a des gens, au contraire, qui adorent le doute. Le doute, c'est la réflexion, c'est la démarche scientifique, c'est l'exploration. Tiens, vous ne pensez pas comme moi, c'est étonnant, expliquez-moi. Donc le doute est un facteur de progrès, mais d'incertitude. Alors qu'il y a beaucoup de gens qui sont angoissés par cette attitude philosophique et qui, eux, dites-moi où est la vérité. Mais l'incertitude est fertile. Et l'incertitude est fertile. On devrait se le dire plus souvent. Mais oui, l'incertitude est source de découverte. La certitude est source de stéréotypes. Et les sociétés fonctionnent avec des stéréotypes. Un seul objectif, nous protéger face à la propagation du virus.